Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. On constate une recrudescence d'attaques terroristes le long des frontières Mali, Burkina, Niger. Au moins 48 soldats nigériens, 11 soldats maliens et autant de soldats burkinabés ont été tués entre octobre 2016 et avril 2017. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce grand dialogue qui parle de la menace terroriste et divers crimes transfrontaliers entre le Mali, le Burkina et le Niger. Comment expliquer cette insécurité grandissante sur la bande frontalière? La sécurité de l'un de nos pays influe-t-elle sur l'autre? Comment renforcer la sécurité et la stabilité régionale sur ces questions liées aux terroristes? Nous recevons sur ce plateau pour en parler Ibrahim Maïga, il est chercheur à l'ISS Dakar. Il sera très bientôt dans ce studio. Boubacar Bokoum qui est analyste. Bakari Woba qui est journaliste burkinabé. Il est du journal Mutation. Ibrahim Moussa, journaliste à la route de l'histoire du Niger. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara. Le grand dialogue. La gestion de nos frontières constitue un enjeu majeur pour la sécurité sous-régionale. Le Mali à lui seul partage près de 7000 km avec ses 7 voisins. Boubacar Bokoum, vous êtes analyste. Comment expliquer cette recrudescence de la violence et de l'insécurité le long des différentes bandes frontalières Mali, Niger, Burkina? Merci M. Touré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord présenter mes condoléances à la nation malienne et aux parents des disparus suite à l'attaque qui a eu lieu à Gourmara-Rousse. Et effectivement, souhaiter prompt rétablissement prompt rétablissement aux différents blessés. Et ceci étant, il est évident que la crise de la zone sahélio-sahélienne est telle qu'aujourd'hui, les frontières auxquelles vous faites allusion, effectivement, chaque fois qu'un des pays est en insécurité, les gens ne l'ont pas très vite compris. C'est des frontières passoires que nous ne pouvons pas sécuriser. Donc chaque pays devient quelque part un espace de repli. Donc quand on attaque un pays voisin, c'est très facile de se replier dans l'autre dans la mesure où c'est des zones non couvertes par nos différentes armées. Voilà ce qui explique grosso modo cet aspect passoire de nos frontières que nous avons du mal à contrôler. Et au fond, nous ne parvenons même pas à contrôler l'intérieur, à fortiori les zones frontalières. Merci. Boubacar Woba, qui est également Bokari Woba, journaliste burkinabé. Il est du journal La Mutation, est en ligne. Bonsoir, monsieur Woba. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous cette dégradation de la situation sécuritaire le long des frontières, justement, malio-nigériennes et malio-burkinabé? C'est une situation qui s'est installée petit à petit. Nous avons d'abord au niveau du Burkina observé la situation un peu comme avec un œil étranger, parce qu'il y a quand même depuis longtemps que les frontières du Mali, sinon qu'avec la crise malienne, le Mali connaissait des problèmes, surtout au niveau des frontières. Et au Burkina, on ne connaissait pas ce genre de problème. Donc pour ceux qui ne sont pas avisés, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis progressivement, il y a eu des incursions sur le sol burkinabé. Depuis, je crois, avril 2015, qu'il y a eu l'enlèvement d'un Roumain sur le sol burkinabé. Depuis, les exactions n'ont pas cessé. Attaque, enlèvement, et puis aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'attaques dont le sol burkinabé a été victime. On dit la nature a horreur du vide. Vous connaissez très bien les difficultés de nos pays, que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est la même réalité géographique, mais aussi la même réalité politique. C'est-à-dire que non seulement c'est des pays, surtout pour le Mali et le Niger, qui sont des pays très vastes. Le Burkina Faso est un peu plus petit en termes de territoire, seulement 274 000 km². Mais il se trouve seulement que les zones qui sont en périphérie, très souvent, on note l'absence presque totale de l'État, dont l'État est presque centré sur une partie du pays, dont le centre notamment, et les zones périphériques sont délaissées. Et comme je disais, la nature a horreur du vide, donc facilement ce sont des trafiquants, donc des criminels de tout genre qui occupent cette bande-là.
Et puis tant qu'ils font leurs opérations et que peut-être vous ne vous en mêlez pas, bon, à la limite, ça passe inaperçu, vous n'êtes même pas ciblé. Mais dès que vous voulez savoir ce qui se passe à vos frontières, vous commencez à devenir les ennemis de ces pratiquants-là. Je pense que c'est cette situation-là que nous vivons de plus en plus à la frontière de ces pays-là. Merci Bokar Louba. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Un autre journaliste, cette fois-ci du côté du Niger. Il s'agit de Ibrahim Moussa, qui est journaliste à la Roue de l'Histoire. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir monsieur. Effectivement, comme vous venez de le dire, je suis Ibrahim Moussa, je suis le rédacteur en chef du journal La Roue de l'Histoire. Merci de vous. Je vous remercie d'abord de cette opportunité que vous m'offrez pour échanger sur ce thème combien important pour nos trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Merci à vous. La question de la sécurité transfrontalière, il faut le rappeler, ne date pas d'aujourd'hui, surtout entre le Niger et le Mali. Tous ceux qu'on peut dire que cette situation s'est empirée aujourd'hui avec l'avènement de plusieurs groupes terroristes dans cette bande. Pour rappel, bien avant la crise qui s'est éclatée au nord Mali en 2012 avec la rébellion, puis les attaques terroristes, la frontière entre le Niger et le Mali, plus précisément vers Assango, Meneka, s'agissant de la partie du Mali, du côté de Gao, et du nord Tilaberi, ici au Niger, notamment les localités de Walam, Bani Bangou, faisaient l'objet de conflits, des conflits entre les communautés. Ce sont ces conflits entre les communautés d'abord qui ont fragilisé cette zone. À cela s'est ajouté l'absence de l'État, comme l'a dit mon confrère burkinabé. Ces conflits entre les communautés ont à son temps fait réagir beaucoup des acteurs de la société civile ici au Niger qui dénonçaient cet état de fait et surtout qui dénonçaient aussi le mutisme des autorités des deux pays. Tout ceci est né, comme je le disais tantôt, de l'absence de l'État et d'autres agents de forces de défense et de sécurité qui devraient contrôler les deux frontières, à savoir la frontière nigérienne et la frontière malienne. À mon avis, c'est surtout l'absence de l'État dans ces différentes localités, le malaise qui existait depuis un certain temps entre les différentes communautés qui ont favorisé l'installation progressive des groupes djihadistes, ce qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Donc, restez avec nous pour la suite de cette émission. Boubacar Bokoum, vous êtes analyste à présent. Alors, les mesures de non-circulation dans certaines zones, notamment d'une partie du Mali, et également le Burkina, à partir de certaines heures, plus de circulation de motos au Mali, plus de circulation de véhicules, engins à 2 ou à 4 roues. Tout simplement, est-ce que ces mesures aujourd'hui sont en train de porter fruit? Est-ce qu'elles sont efficaces? Non, ce ne sont pas des mesures totalement efficaces, mais l'absence de mesures aussi peut être quelque chose qui donnerait l'impression effectivement que les autorités ne font rien pour juguler ce problème d'insécurité. Mais en réalité, je pense que le problème, ce n'est pas juste d'empêcher les gens de se mouvoir, parce que dans ces communautés, les gens ont besoin de bouger. Et si c'est une mesure sur quelques jours, oui. Mais si ça doit perdurer, ça veut dire que ça va étouffer l'économie. Donc, du coup, ça peut créer un effet contraire. Mais en réalité, ce qu'il faille faire, il faut réfléchir un peu à comment on communique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, dans nos pays, il faut reconnaître que nos militaires sont dans des conditions très, très difficiles. On ne donne pas envie à un militaire malien, par exemple, de mourir pour son pays. C'est ça un peu. On ne voit pas de signal qui disent que quand vous mourrez pour votre nation, que votre nation vous est réellement reconnaissante et que cela donne envie, parce que autant nous avons envie d'être des militaires. Est-ce que le problème n'est pas un peu plus complexe que ça, justement? Est-ce qu'il n'y a pas même un problème de localisation de l'ennemi parfois? Oui, mais vous savez, même ce que nous appelons nos casernes, en réalité, est-ce que c'est des casernes que nous avons? J'ai l'impression que nous avons plutôt des cités. Des gens, vous attaquez une caserne au Mali aujourd'hui, qu'est-ce que vous attaquez? C'est la famille des militaires que vous attaquez. Est-ce qu'il y a des structures réellement militaires qui sont là, prêtes à riposter?
Et en plus, il est plus facile d'attaquer que de défendre une position. C'est tout ça qui fait la difficulté de nos armées, parce que nous sommes dans des positions statiques. Imaginez-vous que 2 pick-up puissent perturber une caserne à Gourmararousse. Ça veut dire que les 2 pick-up, en arrivant d'abord, personne ne sait ce qui se passe. On n'a pas su donner l'alerte de 2 pick-up qui sont en train d'arriver. Et du coup, quand le feu est nourri, vous êtes dans une position statique, c'est très difficile à défendre. Donc, les dégâts sont énormes. Donc, tout ça renvoie à la réforme de la cartographie même de ce que nous appelons nos casernes, de la cartographie sécuritaire qu'il faut reprendre. Comment? Parce que quand vous regardez la coordination aujourd'hui que nous avons eue avec Barkhane, MINUSMA et l'armée malienne, ça a donné quelques fruits. Donc ça veut dire que si on va à plus de coordination, à plus de communication et à plus d'occupation rationnelle de l'espace, ça veut dire qu'on peut gagner cette guerre. Parce que dans la mesure où Barkhane a intervenu et qu'il a pu intercepter, mais peut-être légèrement en retard, donc ça veut dire que si les espaces qui séparaient les différents points, des différentes structures opérationnelles sur le terrain, on aurait pu réduire l'impact de cette attaque et empêcher à ce que ces gens puissent se replier. Donc tout ça est à revoir. Mais en réalité, je ne pense pas que le fait d'empêcher les gens de se déplacer, que cela soit réellement efficace. Je pense qu'il faut être juste vigilant, avoir des contrôles rigoureux, parce que vous savez aussi, chez nous, généralement, dans ces genres de contrôles, on est un peu léger. Quand bien même, on peut faire circuler des bombes le jour, pourquoi pas? Ça veut dire que le jour j'ai ma moto, je dépose la bombe, la nuit je suis à pied, ben, ça peut bel et bien fonctionner. Mais j'ai l'impression que c'est des mesures qui peuvent dissuader, mais ce n'est pas ça la solution. Il faut amener la réflexion plus loin, il faut aller en termes d'organisation, en termes de restructuration. Même vous voyez un militaire aujourd'hui, quand la crise a commencé jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de soldats qui sont morts. Mais regardez par derrière, est-ce que aujourd'hui nous avons des militaires qui ont envie de se donner pour ce pays? Donc, soit c'est des médailles, soit c'est des trucs. En tout cas, il faut qu'on donne une motivation réelle à un soldat d'avoir envie. Parce que quand vous regardez les djihadistes, c'est quoi? Ils ont envie d'aller au paradis. Ils sont tellement convaincus qu'ils vont au paradis qu'ils n'hésiteront pas à tuer, qu'ils n'hésiteront pas à mourir pour cet état de fait. Bon, aujourd'hui, un soldat qui a été bien formé sous les drapeaux, qui a le sens de la patrie, logiquement, devrait accepter de mourir pour son pays. Mais quand nous voyons comment nos armées sont organisées, comment le paiement se fait, comment ils sont brimés et tout ça, mais souvent ça ne motive pas. Donc du coup, aujourd'hui, il faut qu'on réforme notre armée de telle façon que quand on est citoyen et qu'on parte à la guerre, qu'on ait envie de se donner. Et on sait après que quand on meurt, on n'est pas mort pour rien. Voilà des aspects que je pense que les dirigeants devraient intégrer dans leur analyse pour permettre de voir dans quelle mesure on peut avoir une bonne dynamique pour faire face à ces conflits. Merci. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue au Grand Dialogue. Nous parlons de l'insécurité sur les bandes frontalières Mali, Niger, Burkina. Sont avec nous Ibrahim Maïga qui sera très bientôt avec nous, Boubacar Bokoum, analyste, Bokari Woba, journaliste burkinabé, Ibrahim Moussa, journaliste du Niger. Bokari Woba, est-ce qu'on ne peut pas plus parler d'insécurité classique aussi qui date d'avant 2012, qui prendrait de l'ampleur? Moi, je me souviens l'axe Bobo-Ouaga qui était un axe très très compliqué, et ce n'était pas des djihadistes à l'époque, il y avait une insécurité classique, rebondissante. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion parfois entre cette insécurité classique ou même des narcotrafiquants et des djihadistes? Bien sûr, nous faisons face à un mélange de crimes ou d'actes criminels sans que nous soyons à mesure même d'identifier clairement ni les auteurs et même pas la nature des actes qui sont commis. Effectivement, avant qu'on commence à parler véritablement d'actes terroristes au Burkina Faso, on connaissait déjà ce phénomène des braquages. Les régions particulièrement de l'Est et du Nord, qui sont des zones de grand élevage, pratiquement chaque semaine correspondant à des jours de marché, les éleveurs sont dépouillés de leurs biens lorsqu'ils reviennent des marchés. Donc il y a des périodes comme ça où après les récoltes, dès qu'on sait qu'effectivement les paysans
sont un peu nantis, les sentiers sont scrutés et puis bon, ils sont spoliés de tout ce qu'ils possèdent. Et il y a même que cela se passe jusqu'à dans les zones urbaines, dans certaines localités, des petites localités, des voleurs arrivent la nuit, enferment pratiquement tout un village. Cela est arrivé au Burkina Faso, où tout un marché. Ils sont lourdement armés, ils dépouillent les paysans, ils dépouillent les commerçants et puis après ils reprennent leur chemin sans être inquiétés, alors qu'ils peuvent même avoir un poste de police ou un poste de gendarmerie qui est à une dizaine de kilomètres, mais ils sont incapables d'intervenir parce que non seulement ils ne sont pas bien équipés, et puis bon, comme le disait aussi mon confrère, ou du moins c'est le chercheur, ils n'ont pas cette envie-là de donner leur vie pour la nation parce que justement ils sont déjà très mal payés. Donc c'est un certain nombre de problèmes déjà comme ça que nous vivons, et puis d'autres problèmes viennent se greffer. Alors, est-ce que... Parce que ça, il y a le trafic d'êtres humains, il y a le trafic d'armes, le trafic de matières précieuses. Donc c'est tout ça qui se passe à nos frontières, mais aussi à l'intérieur de nos pays, parce que véritablement, il faut encore se poser la question si nous maîtrisons nos pays de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, M. Ouoba, est-ce que ces mesures de non-circulation, surtout le long de ces bandes frontalières dont nous parlons, sont efficaces, en tout cas du côté du Burkina aujourd'hui? Nous avons effectivement mis en marche ces mesures-là il y a un mois de cela. On ne sait pas si c'est encore l'effet de ces mesures, mais on peut constater que peut-être la dernière attaque date depuis mars et que jusqu'à mi-avril maintenant, nous n'avons pas encore enregistré d'attaque. On ne peut pas dire véritablement si c'est lié effectivement à ces mesures-là, mais enfin, autant faire se peut, parce que ce sont les moyens de bord. Jusque-là, on faisait les contrôles et malheureusement, on a constaté que malgré ces contrôles-là, il y avait toujours des infiltrations. Il y a des gens qui entrent, si je prends la partie nord du Burkina, à Djibo particulièrement, des personnes armées qui arrivent dans un établissement, dans une école primaire, entrent armes au poing et menacent les enseignants, leur disent d'arrêter d'enseigner ou plutôt de commencer à enseigner le Coran. C'était d'abord les menaces et puis finalement il y a un enseignant qui a été tué pendant même qu'il était en fonction. Donc on ne sait pas quoi faire. S'il y a lieu effectivement qu'on passe à ce contrôle très minutieux de fouilles, empêcher aux gens peut-être de circuler avec des moyens mobiles comme la moto, comme les tricycles qui sont nombreux dans nos pays. Si ça peut aider, tant mieux. Sinon, il faut se dire sérieusement qu'on n'a pas les moyens de mieux cerner le problème. Et toutes les mesures sont à la limite les bienvenues. Merci. Ibrahim Moussa, du côté du Niger, alors est-ce que on a cette perception également du Niger qu'il y a une confusion justement entre les auteurs de ces différentes attaques? Est-ce qu'on doit imputer toutes ces attaques-là aux extrémistes religieux ou on peut également parler de banditisme résiduel et classique dans ces zones-là? Non, on ne va pas attribuer toutes ces attaques aux groupes terroristes. Si vous m'avez bien suivi, au début, je vous ai parlé de la situation qui existait bien avant les événements intervenus au Mali, à savoir la rébellion de 2012 et ce qui s'en est suivi. Maintenant, un de vos invités dans le studio, si j'ai bien gardé le nom, M. Boubacar, parlait du contrôle des engins à deux roues. Effectivement, ce contrôle des engins à deux roues, même si ça ne mettra pas fin à des attaques, mais quand même ça peut anéantir. Nous avons l'expérience ici au Niger. Vous êtes aussi informé que moi, vous suivez l'actualité nigérienne tout comme moi par rapport à la situation à l'extrême est du pays, c'est-à-dire dans le bassin du lac Tchad, avec la lutte que les pays de la zone sont en train de mener contre Boko Haram. Ici chez nous, il a fallu mettre cette mesure au niveau de la région de Difa, où les attaques de Boko Haram sont répétées. Avec cette mesure d'interdiction des agents en deux roues, ça a vraiment permis de calmer la situation et à revenir vers le calme au niveau de cette localité frontalière du lac Tchad. Il ne faut pas vraiment se cacher de face, il faut le dire. Aujourd'hui, la situation est devenue délétère
entre les trois frontières, à savoir celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger. En dehors de cette décision d'empêcher les engins à deux roues de circuler à partir d'une certaine heure, nous ici au Niger, le gouvernement est allé loin jusqu'à décréter un état d'urgence dans presque toutes les localités frontalières du nord Mali. Et depuis que l'État a pris cette décision au niveau de ces régions, la situation sécuritaire commence à s'améliorer. Comme l'a dit celui qui m'a précédé tout à l'heure, depuis cette interdiction, on n'a pas encore enregistré d'attaque ici au Niger. La dernière attaque date du mois de mars, si ma mémoire est bonne. Mieux, les autorités veulent prendre, s'ils n'ont même pas déjà pris le taureau par le corne, comme on le dit. Vous êtes sans savoir qu'il y a quelques mois de cela, la commission l'Iptako Gourma s'est réunie en présence des chefs d'État et du gouvernement de ces trois pays membres. Ils ont décidé de mettre en place une force commune à l'image de la force multinationale que le Niger a mis en place avec les pays frontaliers du lac Tchad. C'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr si cette force mixte entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali est opérationnelle. Mais tout ce que je sais, c'est que l'idée est venue de ces trois chefs d'État. Ils se sont réunis ici à Niamey pour mettre en place cette force commune. Une fois que cette force commune sera mise en place, à mon avis, les pays du Liptako Gourma, c'est-à-dire les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, verront, je le souhaite quand même, la situation sécuritaire s'améliorer. On peut même dire que depuis la mise en place, depuis l'annonce de la mise en place de cette force, les attaques ont diminué du côté du Niger. Maintenant, le grand problème, ce n'est même pas le fait d'interdire les agents. Je vais vous suggérer... C'est plutôt les populations. Il faut que les populations collaborent, parce que le problème auquel on est confronté ici au Niger, c'est la complicité des populations. Il y a eu plusieurs attaques par le passé où c'est même les populations qui ont été complices et qui ont facilité la tâche aux terroristes. Ibrahim Moussa, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Je vais vous suggérer d'écouter une pastille justement qu'on a enregistrée tout à l'heure. Un élu local d'une commune frontalière avec le Burkina qui a souhaité garder l'anonymat nous a livré son témoignage par rapport au cas de sa commune. On l'écoute. La situation sécuritaire ne s'est pas du tout améliorée. Tous les réseaux Malitel et Orange ont été saccagés. Ça, c'est à la suite de l'intervention récente des forces françaises et maliennes. Bien avant leur intervention, les réseaux ont été saccagés. Ça, c'est de la part des groupes terroristes. Des groupes terroristes, effectivement. Franchement parlant, on ne comprend rien. Parce que ces bandits armés, de temps en temps, ils font ils surgissent sporadiquement et ils disparaissent. On ne sait pas, ils viennent de quelle zone, ni du côté du Burkina, du Niger, du Mali. Finalement, on ne sait pas. En fait, il y a certains quand même, ils ont quitté vers le nord, ils se sont retournés vers le nord. Ceux qui est pour Batou, Douna et Djungani, probablement, ils sont vers la frontière. De temps en temps, je fais quelques jours dans un coin et encore je décampe pour aller faire. C'est comme ça que j'ai vu aujourd'hui. J'aurais appris qu'ils font des patrouilles. J'ai appris aussi que dans ma commune, ils sont venus à quelques reprises, 3 ou quelques fois, ils sont venus là-bas. Alors, mais est-ce qu'il y a une présence militaire malienne même au niveau de votre zone? Est-ce que vous vous sentez sécurisé par l'armée malienne? Point du tout. Nous ne nous sentons pas sécurisés par l'armée malienne. Comme je le disais auparavant, il y avait un camp de sécurité. Donc ce camp s'est replié. Après ça, maintenant, on n'a plus vraiment de sécurité. Nous sommes laissés pour compte. À mon avis, étant donné vraiment l'effectif limité des forces des armées, vraiment l'autodéfense de la population, même si ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, pour le moment, c'est la seule solution aujourd'hui. Si on les appuie pour qu'ils se sécurisent, c'est la meilleure solution à mon avis. Merci. Ibrahim Maïga, chercheur de l'ISS Dakar, vient de se joindre à nous. Vous avez entendu ce témoignage poignant. Alors aujourd'hui, finalement, face à cette grande insécurité, est-ce qu'il y a un baromètre d'ailleurs pour mesurer justement l'ampleur de l'insécurité? Je pense que ce cri de cœur est un excellent baromètre. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est un excellent baromètre. L'autre baromètre, c'est qu'effectivement, on assiste de façon assez... on va dire quasi quotidienne aujourd'hui à des attaques.
à des attaques qui font parfois des blessés légers dont on entend peu parler. Le cas de ce maire de commune est assez symptomatique en fait de l'état de la situation sur place. Il y a effectivement je dirais pas une recrudescence, mais une accentuation ou une intensification des attaques dans cette zone du Liptako-Gourma. Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que la première explication qu'on peut donner à ce phénomène-là, c'est que à la suite de l'intervention française en 2013, et du déploiement de la MINUSMA et des forces armées maliennes, on a assisté à une espèce de ruralisation de la menace. On a assisté à un déplacement de la menace des centres urbains vers les centres ruraux. Cela dans l'optique notamment de se reconstituer en tant que groupe. Parce qu'on peut dire sans risque de se tromper que les groupes armés terroristes, les GAT comme on les appelle, ont subi un réveil assez important à la suite de l'opération Serval et à la suite des opérations subséquentes qui ont été menées dans cette partie du Mali. Donc c'est une stratégie de diffusion en réalité de la menace. C'est beaucoup plus compliqué, c'est des espaces qui sont effectivement abandonnés par les différents États. Il n'y a pas que le Mali qui est concerné. On sent une prise de conscience de plus en plus aiguë chez le voisin burkinabé, qui percevait la menace un peu de loin. Le pays voit que c'est une menace qui est à ses portes, qui a frappé d'ailleurs la capitale, à Ouagadougou, qui continue de frapper le nord du Burkina. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience est aussi matérialisée dans l'annonce en janvier dernier d'une force, de la mise en place d'une force multinationale entre les trois pays, une force qui est devenue une composante de la force du G5 dont le concept d'opérationnalisation a été validé par le Conseil de paix et de sécurité la semaine dernière. Donc la dernière étape qui reste, c'est le niveau au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci. Alors Boubacar Bokoum, on a entendu ce témoignage poignant. Alors, et cette force multinationale interpays entre le Mali, Burkina et le Niger qui peine un peu à démarrer, quel va être son impact réel sur le terrain aujourd'hui? On a assisté à l'opération Panga il y a quelques semaines qui a duré 10 jours, près de 1300 soldats, 15 hélicoptères. Pour quel résultat? Deux présumés djihadistes interpellés. Il ne faut pas voir l'impact en termes de nombre de djihadistes parce que, comme le chercheur vient de le dire tout de suite, c'est une opération diffuse. Donc quand tu regardes, les djihadistes, ils ne sont pas en grand nombre comme une armée classique. C'est juste des gens... Ils arrivent à avoir un impact important. On a entendu tout à l'heure... Mais bien sûr, c'est ça. D'un élu local qui n'arrive même plus à résider dans sa terrorisme. commune. Par définition même, c'est ça le terrorisme. Donc vous voyez, un ou deux individus parviennent à faire des dégâts énormes. C'est tellement impressionnant que ça terrorise, ça perturbe, ça déstabilise tout le monde. Donc c'est ça le mode opératoire même de ce qu'on appelle généralement le terrorisme. Mais en fait, quand vous regardez... ce qui se passe dans nos pays, c'est que généralement, une telle opération d'envergure, c'est d'ailleurs ça qui peut justifier même l'attaque de Gourmara-Rousse. Ça veut dire que le mécanisme est en train de fonctionner et l'ethos est en train de se resserrer autour d'eux. Donc l'opérationnalisation de tout ce qu'ils avaient projeté ne parvient pas à avoir un chemin. Donc du coup, ils s'organisent pour pouvoir attaquer là où c'est un peu mou. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une bonne coordination entre la MINUSMA, Barkhane et les trois pays que vous venez de citer tout à l'heure, je pense que ça peut donner un très bon résultat. Donc il faut une bonne coordination, il faut une occupation de l'espace, il faut bien quadriller et surtout mettre l'accent sur le renseignement. Parce qu'en réalité, c'est un système qui est tellement à l'intérieur des populations elles-mêmes, parce que l'aspect djihadiste, c'est vrai, ça prime, mais... l'aspect d'insécurité lié au banditisme classique aussi existe. Donc dans l'application de l'accord de paix, quand nous parvenons effectivement à aller au DDR,
cela va permettre d'avoir plus de visibilité et de lisibilité par rapport au banditisme classique. Donc, n'ayant pas atteint ce niveau aujourd'hui, c'est vrai que si on ne fait pas attention, on fait de l'amalgame entre le terrorisme, le banditisme classique et tout ça. Donc, une fois qu'on parvient à scinder les deux problèmes, à aller vers le DDR et qu'on applique le DDR, ça veut dire qu'on saura réellement qui on a en face et quel genre de riposte il faut adapter à cette situation. Merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci donc de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue qui parle de l'insécurité sur les bandes frontalières Mali, Burkina, Niger. Avec nous sur ce plateau, donc je me perds un peu dans mes fiches, Ibrahim Maïga qui est chercheur à l'ISS, Boubacar Bokoum, analyste, Bokari Woba, journaliste burkinabé du journal La Mutation, Ibrahim Moussa, journaliste à la route de l'histoire du Niger. Donc, alors, Monsieur Woba, du côté du Burkina, l'opération Panga avec toute cette près de 1300 hommes mobilisés, 200 véhicules, plus de 10 hélicoptères. Est-ce que, selon vous, cette opération a porté fruit? C'est une opération qui est à saluer. En tout cas, au niveau du Burkina, presque unanimement, les acteurs politiques et la société civile ont salué cette initiative-là. Parce que, comme je le disais précédemment, depuis un certain nombre d'actions, on constate quand même qu'il y a une baisse des attaques, sinon même carrément une absence des attaques. On ne peut pas lier ça forcément à ce qui se passe sur le terrain actuellement, mais s'il se trouve qu'il y a cette coïncidence-là, il y a lieu de saluer effectivement ces initiatives. Mais il y a peut-être des éléments d'analyse à mon niveau qui permettent de dire qu'on peut encore mieux faire. Quand on prend cette opération, arrivé presque subitement pour nous qui ne sommes pas forcément dans des secrets militaires, on a découvert finalement l'opération comme ça. J'ai pu remarquer que c'était le Burkina, c'était le Mali et puis la France. Or, ce soir même, nous sommes en train de parler, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. Comment comprendre qu'une opération comme celle-là se passe aux frontières maliennes, burkinabè, et que le Niger ne soit pas impliqué, alors qu'à côté, il y a d'autres initiatives, comme le G5 Sahel, qui va au-delà de nos trois pays déjà qui sont concernés, Mali, Burkina, Niger, Mauritanie, Tchad. Avec cette force tripartite d'ailleurs, annoncée depuis le sommet Afrique-France de Bamako, entre nos trois pays. C'est là et qu'on ne voit pas encore réellement sur le terrain. Et on a tantôt parlé de ce qui est en train de se mettre en place au niveau du Leptako, Gourma concernant donc les trois pays. Donc une opération comme l'opération Panga se déroule et qu'on ne comprenne pas les raisons pour lesquelles le Niger n'était pas activement impliqué, mais plutôt qu'il y ait la France au milieu. Et puis on se pose la question sur l'initiative. Est-ce que c'est de l'initiative de la France, c'est de l'initiative de nos deux pays, Mali, Burkina, comment cela s'est passé? Mais enfin, on dirait que ce sont les résultats qui importent le plus. Si tant est que cette opération peut permettre de sécuriser davantage nos frontières, elle est la bienvenue, mais il y a lieu effectivement de travailler à impliquer le maximum d'acteurs possibles. Parce que c'est ça la grande question, c'est ça la complexité de ces crimes transfrontaliers-là. Tant que tous les pays qui peuvent être touchés par le phénomène et dont les populations vivent pratiquement les mêmes réalités et ensemble, tant qu'à la fois vous ne travaillez pas au même moment, ça va être difficile. On ne peut pas résoudre le problème au Mali et puis laisser ça va continuer au Burkina ou bien au Niger. Donc, il va de soi que si le Mali et le Burkina travaillent ensemble, que dans les mêmes opérations, on puisse impliquer le Niger, voire au-delà. Merci. Alors, Ibrahim Maïga souhaite réagir. Allez-y. Merci. Moi, je vois que j'ai du retard sur le temps, donc je me permets de solliciter la parole. Vous l'avez. Alors, est-ce que le défi du renseignement, par exemple, quand on a vu cette réunion des directeurs des services de renseignement à Khartoum il y a encore une dizaine de jours, est-ce que cela serait de nature à pouvoir relever ce fameux défi du renseignement dont on parle tant? Alors, c'est un défi permanent, le défi du renseignement. Même peut-être avant de revenir à de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur un certain nombre d'éléments. Alors, l'opération Panga a été réalisée dans le cadre des opérations que Barkhane mène avec des pays.
du G5 Sahel. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une opération tripartite, donc 2 pays plus Barkhane. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'associer le Niger dans cette opération? Alors, en théorie, oui. Maintenant, dans la pratique, l'objectif de cette opération avait une cible qui était beaucoup plus à cheval entre le Burkina et le Mali. Et je pense que tactiquement, cela se justifiait. Mais donc cette force ou cette intervention n'est pas arrivée dans le cadre de l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. Ça, c'est tout autre chose. C'est une force qui va être mise en place, qui n'a pas encore été mise en place. Mais l'objectif de ces opérations tripartites avec l'appui de Barkhane, l'appui logistique notamment, parce que les pays de cette région sont confrontés à d'énormes défis logistiques. Cet appui vise à renforcer la collaboration entre ces pays-là, parce que c'est une collaboration difficile. Et ça me permet justement de rebondir sur la question du renseignement. Bon, c'est l'éternelle question, jusqu'à quel point un pays souverain peut collaborer ou en tout cas fournir des informations ou des renseignements à un service étranger. L'objectif de ces réunions-là qui sont, disons, parrainées par l'Union africaine est de faciliter justement la prise de contact, ne serait-ce que la prise de contact d'abord entre les différents chefs de service de renseignement et deuxièmement de faciliter justement le renseignement. On a assisté à des arrestations à Dakar, on a assisté à des arrestations au Burkina, à des arrestations de ressortissants, parfois de ressortissants maliens en Côte d'Ivoire, et c'est la collaboration des services de renseignement qui permet ce genre de choses. J'aimerais également revenir sur le bilan de l'opération Panga. Oui, effectivement. Très rapidement. Très rapidement. À la lumière des immenses, on va dire, moyens déployés, effectivement, on peut s'interroger sur le bilan. Mais il ne faut pas oublier, vous avez signalé deux présumés djihadistes tués, mais il y a aussi 8 présumés djihadistes arrêtés. Et c'est extrêmement important parce que ça permet justement, si le travail est bien fait, de remonter la filière, d'avoir plus d'informations que si on a un bilan de 10 morts. Ça ne nous avance pas à grand-chose. On a 10 morts, effectivement, statistiquement, ça peut paraître important, mais il ne faut pas négliger l'aspect renseignement et l'aspect qui permet justement aux services concernés de faire leur travail et de remonter la filière. Merci. Ibrahim Moussa, du côté du Niger, vous parliez tantôt du rôle de la population. Alors justement, est-ce que la population n'est pas confrontée, est-ce que la population n'est pas dans une situation délicate, qui ne se sentent pas menacée justement par ces extrémistes religieux? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de protéger la population afin qu'elle puisse nous donner des renseignements? Idouane? Oui, justement, j'étais en train de parler sur la complicité de la population. Je suis en train de dire qu'il faut que la population collabore. Si je dis qu'il faut que la population collabore, c'est parce que nous avons des exemples concrets ici au Niger. Si vous vous rappelez, en janvier dernier, une attaque a eu lieu à la prison de haute sécurité de Koutoukale à quelques 50 voire 60 km de Niamey. S'il n'y avait pas une complicité, comment peut-on imaginer des individus venir du Mali, traverser la frontière, passer des villages jusqu'à arriver à 50 km de Niamey, la capitale, pour agir? Écoutez, il faut retenir que nous sommes dans une guerre asymétrique. On n'est pas dans une guerre classique. Ce qui veut dire que tant que la population ne collabore pas, le fait de surprise ne permet à aucune armée au monde de bien se défendre. La preuve est là. Il y a une semaine, voire 10 jours de cela, je ne sais pas si vous l'avez suivi, l'armée nigérienne a été attaquée par des éléments de la secte Boko Haram. Heureusement, cette fois-ci, le fait de surprise n'a pas pu se produire. L'armée était déjà aux aguets. L'armée nigérienne a pu éliminer 57 éléments de Boko Haram contre une dizaine de blessés nigériens. C'est pour vous dire que tant que c'est une guerre classique, nos armées ne souffrent pas d'aucun problème pour éliminer ces terroristes. Mais ici, nous sommes dans une guerre asymétrique. Est-ce qu'il ne se pose pas justement le problème de protection justement de la population, hein? Les gens qui veulent parfois collaborer, témoigner, est-ce qu'ils ne prennent pas un risque? Oui, ils prennent un risque, mais quand même, il faut qu'ils sachent comment le faire et de quelle manière le faire. Si tu veux dénoncer aujourd'hui
quelqu'un que tu soupçonnes d'être terroriste ou quelqu'un que tu soupçonnes d'être une mauvaise personne, tu n'as pas besoin de le faire vis-à-vis jusqu'à ce que tu sois repéré par cette personne. Il faut que les autorités ou bien il faut que la société civile ou n'importe quel acteur arrive à sensibiliser ces populations sur des manières de dénoncer, des manières qui ne vont pas les mettre en danger, qui ne vont pas les pousser à vraiment être des potentiels dangers pour ces terroristes. Merci Boubacar Bouba. Alors un autre Boubacar, Ibrahim Bouba, pardon, Boubacar Bokoum, vous êtes analyste. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éliminer tous ces rouages juridiques et permettre à nos États face aux urgences d'arriver à un cadre de collaboration très très rapide afin de pouvoir sécuriser au moins ne serait-ce que ces différentes bandes frontalières-là? Non, je pense que le problème, il n'est pas totalement juridique. Nous avons même des problèmes à l'intérieur de chacun de nos États. Vous constaterez que dans nos États, même nos services de fonctionnement en interne ne fonctionnent pas. Ça, c'est déjà une grosse difficulté. Et comme il l'a dit tantôt, la collaboration entre les différents services de renseignement aussi pose problème. Donc, est-ce qu'il faudrait, comme monsieur l'élu local l'a dit, privilégier l'autodéfense de la population? Surtout pas, parce que ça c'est un risque énorme qu'on va prendre, parce qu'on va retomber encore dans les histoires de Gandakoy qu'on avait connues par le passé et tout ce qui va avec. C'est très complexe à gérer. Déjà, les choses que nous avons de façon structurelle, bien organisées, nous avons du mal à bien coordonner. A fortiori des choses qui vont, des mouvements qui vont naître dans des conditions pas bien claires, ça va être très compliqué pour nous. Je pense plutôt que les instruments que nous avons, il faut bien les utiliser. Et à ce niveau, nous avons peut-être un problème de coordination, de communication qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, les populations même ne comprennent pas. Le djihadisme même, qu'est-ce que c'est quoi en fait ? Donc autant les prêcheurs de l'autre côté parviennent à inculquer une certaine mentalité, une façon d'être, donc il s'agit pour nos États aussi d'être agressifs à ce niveau, d'amener une forme de communication, de formation, d'éducation qui permettent aux gens de sortir. Est-ce que face aux urgences justement, M. Maïga, face à toutes ces urgences-là, est-ce qu'il y a le temps d'établir un système de communication digne et fiable? Non, ça va vite, pour sensibiliser? Ça va très vite. Je pense que... Est-ce qu'on a ce temps-là? Monsieur l'élu local n'arrive même plus à séjourner dans sa commune. Effectivement, le temps joue contre les États et contre les populations de ces zones-là. Mais ce que vient de dire M. Bokoum me semble être une obligation. On n'est plus dans la question de on choisit ou on choisit pas. C'est une obligation de communiquer avec les populations. Et je ne sais plus lequel de vos interlocuteurs l'a indiqué tout à l'heure. La communication et l'implication des communautés extrêmement importantes. Notamment, c'est un des éléments très importants qui ressort dans toutes les stratégies, dans toutes les pratiques de gestion aux frontières. C'est un aspect extrêmement important et il faut que la population collabore. Moi je ne parlerai pas de complicité pour ne pas jeter l'opprobre sur toutes les populations frontalières, mais je pense qu'il y a effectivement un déficit de population, mais qui résulte aussi du comportement des forces de défense et de sécurité. On ne peut pas reprocher à la population qui n'a pas les moyens de se protéger, de se mettre en danger. Justement, est-ce qu'il faut privilégier également l'autodéfense au niveau des populations locales? Je pense que la militarisation de la violence extrêmement dangereuse dans cette partie. On a des exemples patents, non seulement au Mali, mais également au Niger. Dans le bassin du lac Tchad, la constitution de certaines milices pose d'énormes difficultés aujourd'hui à l'État nigérien et à tous les États du bassin du lac Tchad. Et le cas au Mali, enfin, je veux dire, on a des exemples très récents, quoi. Monsieur parlait de Gandakoy, mais au-delà de Gandakoy, ce à quoi on assiste au centre, toute l'insécurité au centre du Mali et toute l'insécurité au nord du Mali ne peut pas être attribuée au seul djihadiste. Donc il faut également voir la main probablement de groupes d'autodéfense qui estiment être qui estiment être en droit de se défendre. Merci beaucoup Boubacar Maïga. Mesdames et messieurs, ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. On fait partie de ce panel Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS Dakar, Boubacar Bokoum, analyste, Bokari Woba, journaliste burkinabé de la mutation, Ibrahim Moussa, journaliste à la roue de l'histoire du Niger. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Salim Diouara. Nuhundire était à la régie vidéo. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.